Alors, bonsoir tout le monde. En premier, j'aimerais remercier l'association d'organiser ces conférences-là. C'est toujours plaisant. On a assisté à beaucoup de conférences. Ce soir, c'est une conférence qu'on vous présente. On est excités. On vous remercie d'être là. On se présente, Françoise Michaud, ma conjointe. Moi, c'est Robert de l'Étoile. Françoise a fait deux chemins dans sa vie. Moi, j'ai fait en 2017, j'ai fait la voie du Puy-en-Velay jusqu'à Santiago. C'était ma première expérience sur le chemin et j'avais besoin de marcher longtemps avec moi-même. Alors, je suis partie sur ce long chemin et ça fut une expérience vraiment très enrichissante pour moi. Et puis, par la suite, bien, on a eu un projet en 2019. Robert partait à la retraite, donc c'était son projet de retraite de partir sur Compostelle en 2019. Puis moi, j'ai eu un petit pépin, je l'ai empêché de partir. Je me suis fracturé la cheville, alors j'ai pas, on a annulé le voyage. Robert souhaitait qu'on parte ensemble, donc on a remis le voyage et puis... On l'a remis à 2020. Oui. Et en 2021. Alors, finalement, c'est cette année, l'année dernière, qu'on est parti. Puis, bon, le choix du chemin, je pense que tu en avais... On va y venir. Je vais vous laisser un peu entre les mains de Robert. Moi, je vais être un petit peu à l'arrière. S'il y a des petites choses que je peux rajouter, là, je rajouterai en cours de route. Comme vous pouvez voir, on aime ça marcher longtemps. On ne part pas sur des courtes distances, on aime ça que ça dure longtemps. Pour une chose, c'est pour vraiment se dépayser puis s'imprégner de l'endroit où on est. Et pas se considérer comme des visiteurs, mais comme pas des habitants de la place, mais de s'imprégner de l'environnement dans lequel on va se trouver. Ça prend du temps. Alors, on aime ça bien se donner du temps. Alors, notre projet, nous, c'était de partir pendant 3 mois, parce que 3 mois, c'est la limite qu'on a en tant que Canadien avec notre passeport en Europe, 90 jours. Fait que finalement, on s'est pris un billet de retour au 87e jour, juste pour se donner une petite marge de manœuvre au cas où. Alors, on s'est dit d'où on peut partir pour arriver à Compostelle, puis remplir tout cet espace de temps-là qu'on a. Fait on a pris notre... décision de partir de Arles, donc faire à partir du chemin d'Arles, se rendre à Camino, pas le Camino, mais se rendre à Santiago ici. Comme vous pouvez voir, le chemin d'Arles, on ne le fait pas au complet. Puis après ça, on a fait un petit bout du Piémont, puis après ça, on a fait un autre chemin ici, puis un bout du Camino del Norte, puis un bout. Puis ça fait une ligne assez droite et assez directe. Et puis, ça a pris tout le temps pour le faire. Donc, si on avait décidé de faire le chemin d'Arles au complet et remonter vers la côte à Irun, puis continuer, on aurait manqué de temps. Alors, nous, on a décidé de composer notre propre chemin de Compostelle à partir des segments qui existent partout. On ne s'est pas limité à dire « je fais le chemin d'Arles, donc il faut que je commence au début du chemin d'Arles et il faut que je finisse à la fin du chemin d'Arles. » On s'est découpé ça de la façon la plus pratique pour nous dans cet espace-là. Donc, c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui. Grosso modo, 400 lieues, c'est 1800 km à peu près. Alors, ça faisait un beau titre. Et on a le découpage des 6 portions de chemin qu'on a fait. Donc, là, avec chacune des durées, des distances, 73 jours de marche continue. On s'est arrêté une journée pour un congé de maladie. On en reparlera tantôt. Et puis, une moyenne de 24 km par jour pour des journées entre 6 et 37 km. On ne va pas passer à travers les 73 jours parce qu'on va être encore ici demain. Alors, on va y aller plutôt à haut niveau dans la conférence. Si jamais ça vous intéresse, les parcours qu'on a faits, bien, on pourra vous communiquer de l'information plus détaillée par courriel, les étapes, les gîtes, et etc. On s'est quand même assez bien préparé avant de partir.
parce que, bon, 73 jours, beaucoup de chemin, comment ça fonctionne et tout ça. On a pris un guide, le Miam Miam Dodo pour la voie d'Arles. On s'est beaucoup informé en ligne. En ligne, il y a beaucoup d'informations. Il y a l'association qui a beaucoup d'informations en ligne. Il y a plein de sites européens qui nous fournissent de l'information. Le site gronze.com est un merveilleux site pour la planification au jour le jour, les gîtes, les hébergements, les distances. On a bien aimé un blog anglophone, par contre, mais on a bien aimé ce blog-là. C'est des gens qui racontent les randonnées qu'ils font à travers le monde, dont les chemins de Compostelle. Alors, c'était bien utile de s'approvisionner là-dedans. Les applications téléphoniques qu'on a utilisées, c'est des Google Maps, gronze.com, qui est une application ou un site, en tout cas, c'est un peu nébuleux. Le guide qu'on a utilisé, c'est uniquement pour la voie d'Arles. Pour le reste du voyage, on est allé en ligne. On a fait notre planification en cours de route, principalement avec Gronze. Alors, les étapes, je vous les résume ceci. Est-ce qu'on doit réserver à l'avance ou y aller au jour le jour? Ça dépend de chacun, ça dépend de la longueur. À 73 jours, on ne peut pas planifier d'avance 73 jours avec 73 gîtes. Ça ne fonctionnera jamais. Par contre, pour des durées plus courtes, il y a des gens qui préfèrent tout réserver d'avance. Ça enlève un poids de planification pendant la randonnée. Vous n'avez pas à vous préoccuper de vous chercher un hébergement si vous les avez tous réservés d'avance. Mais ça, c'est personnel comme choix. En fonction de l'achalandage et des congés, ça arrive que c'est un peu compliqué de trouver son hébergement pour le lendemain. Nous, ça nous est arrivé entre le 18 mai et le 28 mai. Ces 2 congés fériés en France. Beaucoup de Français prennent congé entre ces deux périodes-là pour allonger le congé. Ils appellent ça de faire le pont. Et beaucoup de gîtes étaient complets. Puis on se posait des questions. On est sur le chemin d'Arles. Le chemin d'Arles, c'est un chemin qui est peu fréquenté. Puis tout ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup de gîtes complets. Alors, on s'est mis à réserver plusieurs jours à l'avance jusqu'à ce que la situation se résorbe. Donc, après la Pentecôte, tout est devenu calme. Et puis, les Français rentraient chez eux et retournaient au travail parce que c'est des congés. Ce n'est pas nécessairement des marcheurs au long cours. Alors, c'est comme ça. En Espagne, quand on achève le Primitivo puis qu'on tombe sur le Camino Frances, il y a beaucoup d'achalandage, surtout l'été. Alors, là aussi, on s'est remis à réserver nos gîtes 2 ou 3 ou 4 jours à l'avance. Mais tout le reste du temps, le gîte se réservait la veille pour le lendemain en fonction de où on était rendu et où est-ce qu'on voulait aller le lendemain. Mais pas plus que ça. La plupart des topoguides, là, j'en montre un exemple ici, ça c'est le Miam Miam Dodo, ont une méthodologie pour vous suggérer des étapes. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont, par exemple, utiliser le Miam Miam Dodo, vont tous utiliser les mêmes étapes et vont tous se retrouver au même gîte d'un jour à l'autre. Alors, si on a un problème de disponibilité aujourd'hui, c'est sûr qu'on va en avoir un demain et après-demain. Si vous décalez un tant soit peu vos étapes par rapport au guide, vous allez vous retrouver dans des gîtes beaucoup moins occupés et puis ça va être beaucoup plus facile de réserver. Alors, il faut balancer les choses. Il y a les équipes de Miam Miam Dodo, il y a les équipes de Rotaire, puis il y a les équipes qui se suivent comme ça. Les Allemands, ils se suivent tous parce qu'ils prennent un guide allemand, puis toutes les étapes, puis ils suivent les étapes à la lettre. Alors, les Allemands sont avec le guide de Rotaire, les Français sont avec le Miam Miam Dodo, puis ça se suit. Alors, si on peut briser ça dans la séquence, ça aide un peu. On est parti longtemps, alors on est parti léger. Nos sacs à dos à l'aéroport, qui pesaient environ entre 5 et 6 kilos, avec nos bâtons de marche. Et puis, avec les bâtons de marche, on les a emballés pour qu'ils soient en soute. Alors, c'est important, le poids, quand on part, de toute façon, mais quand on part longtemps, on le porte longtemps. Alors, ça use moins lorsque c'est léger.
62 litres remplis à la moitié. Le mien, c'était un 35 ah, oui, c'est litres. Vrai. Le tien, c'était un 30? 35 litres. 35 litres. Le mien est un 62 litres, juste parce que c'est le plus léger que j'ai à la maison. Alors, j'ai pris ce sac-là. Il est plus léger, puis il était rempli pas tout à fait à la moitié. C'était à moitié vide, mon sac. Yeah. Mais bon, un 30 litres, ça aurait rentré. C'est pas le litrage, c'est pas important, c'est le poids, dans le fond. C'est le poids que vous pesez. Si vous prenez des gros sacs puis vous le remplissez, bien, vous allez avoir du poids sur les épaules. On s'est préparé durant l'année, comme tout le monde. Bien, on est des grands randonneurs, comme André disait, donc on passe notre temps à marcher dans les sentiers un peu partout. Quelques petites remarques au sujet de l'entraînement qui peuvent vous aider peut-être à peaufiner le vôtre avant de partir. C'est pas suffisant d'augmenter les distances de 20 à 25 km. Il faut augmenter aussi les dénivelés. Il faut travailler dur en montant, dans des côtes, dans des montagnes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chemins qui sont plats. Il y en a, là, mais la plupart ont des côtes. Puis il faut s'habituer à ça. Les marches de l'association, c'est un excellent motivateur pour marcher. Les marches de 3 jours, nous, on en a fait plus qu'une marche de 3 jours. On a fait celle qui est organisée Montréal-Montérégie, puis on est aussi allé faire celle de l'Estrie avant de partir. Donc, on avait déjà un peu d'entraînement multi-journée. Donc, ça nous a bien aidé. Avant de partir, on a dépensé un peu d'argent. Je ne vous fais pas la description de tous les montants ici, mais c'est un peu pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur de budget. Ça ne vous coûtera pas le même prix que nous, ça c'est sûr et certain, mais ça vous donne un ordre de grandeur au sujet de qu'est-ce que ça va nous coûter avant de partir. J'attire votre attention sur ce système-là ici, qui est un item majeur, c'est l'assurance voyage. On n'a pas tous 25 ans. À mon âge, et à celui de Françoise, ça commence à coûter cher de s'assurer pour 3 mois de temps en Europe. Alors, ça fait un trou dans le budget, mais il faut le prévoir, puis il faut le savoir, que ça va coûter cet argent-là ou de l'ordre de ce montant-là pour s'assurer. Les billets d'avion n'ont pas coûté cher, je vous explique un peu, c'est qu'on a pris des points aéroplans que j'avais accumulés pendant que je travaillais. Alors, ça a servi à financer notre assurance voyage. mais c'est l'équivalent des taxes, en fait, qui coûtent 415 $ pour nous deux. Hein? Alors, ça faisait un voyage qui ne coûtait pas très cher ici. Il faut prévoir 750 à 1 000 $ pour se rendre en Europe, là, à peu près, là, grosso modo, dépendamment de la destination. C'est parti. On est parti le 8 mai d'ici. Oui. C'est notre anniversaire. C'est vrai. C'est vrai, exactement. On est parti le 8 mai dernier. Puis on est parti à pied de la maison, comme ils font en Europe les pèlerins. Alors, on a barré la porte. On est parti à pied, puis on a marché jusqu'à l'arrêt d'autobus. Et puis on a pris l'autobus pour se rendre à l'aéroport. Et puis après, on a pris les avions et les autres transports. Donc, on a fait Montréal, le transport en commun, Montréal-Marseille. Marseille est la ville à 1 heure de train de Arles. Alors, c'est le point d'arrivée le plus pratique pour commencer à Arles. Tout est bien organisé en Europe. La station de train est à 5 minutes de l'aéroport. Il y a une navette qui nous conduit là. Le train TER Marseille, Arles qui prend 1 heure. La navette à l'aéroport, c'est tout bien indiqué. C'est facile, c'est très agréable. Et puis, on s'est réservé 2 nuits à Arles. Le temps de se déposer, de faire des petits achats comme les cartes SIM, etc., de se remettre un petit peu du décalage horaire, puis en profiter pour visiter la ville, parce que Arles, c'est une belle ville. C'est une ville antique, c'est une ville romaine, Arles, patrimoine de l'UNESCO.
On en a profité pour visiter la ville. Il y a des circuits piétonniers qui sont offerts. On a la petite carte, on peut se promener dans la ville. Et puis, c'est le départ officiel de la voie d'Arles, qui se trouve aux Aliscamps. Les Aliscamps, c'est situé dans Arles. C'est une ancienne nécropole de l'époque romaine. C'est un beau site archéologique à visiter. Puis en même temps, on s'est dit, tant qu'à commencer au début, on va aller marcher jusque-là et puis on va peser sur le piton à cet endroit-là. C'est ici que ça commence. Alors, c'était bien agréable. Et puis, on a fait 3 chemins différents pour se rendre du côté de la France. Entre le 11 mai, on est parti donc le 11 mai à marcher jusqu'au 20 juin. Alors, 40 étapes, 950 km de Arles jusqu'à Irun. Ce que je vous montre ici, ce n'est pas le profil vertical. Ce n'est pas que ça monte et ça descend et ça monte et ça descend. Ce sont les mètres verticaux à monter à tous les jours. Donc, les premiers jours, c'est assez plat. On voit que ça ne monte pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'ascension à faire. Jusqu'à Saint-Guilhem-le-Désert. Et puis là, je vous mets une petite ligne à 600 mètres ici. Les journées où les colonnes sont en haut de la ligne rouge ici, c'est des journées à plus de 600 mètres d'ascension par jour. 600 mètres d'ascension par jour, si vous avez de la misère à vous figurer, c'est l'équivalent de faire les 4 sommets au Mont-Saint-Hilaire. Si on part, puis on fait les 4 sommets en boucle, puis on revient sur nos pas qui fait à peu près 12 km, on fait à peu près 600 mètres d'ascension. Donc, on voit que les journées se suivent. Ce n'est pas seulement qu'une journée, c'est pour ça que quand on s'entraîne, on essaie de s'entraîner difficilement plus qu'une journée à la fois. En faire plusieurs d'affilée pour s'entraîner à ça. Mais on voit que la voie d'Arles, premièrement, ce que je peux dire, c'est que c'est pas plat. C'est difficile, mais ce qui est bien, c'est que c'est difficile par partie, par morceau. C'est-à-dire que la première partie ici, elle est difficile, elle est en montagne. Les journées de fort dénivelé, ça monte presque à 1000 mètres d'ascension ici, ils se suivent, c'est fatigant. Ensuite, on a la partie du canal du Midi, entre Revel et Auch, c'est plus ou moins plat, ça va très bien. Et lorsqu'on arrive à partir de Oloron-Sainte-Marie, on change de chemin, là, mais ça recommence avec des dénivelés importants. Ça, c'est notre trajet en France. 40 étapes en France, 33 étapes en Espagne. J'ai divisé ça en 2. On va avoir une pause entre les deux pour ce soir. Mais donc, ça explique le 40. Là, ici, on est arrivé à Irun, ici. Là. Donc, on se rappelle, il y a 12 jours avec des ascensions supérieures à 600 mètres. Je vous parlais ici du trucage qu'on a fait pour se rendre jusqu'à Irun par la voie la plus directe possible, c'est-à-dire de sortir du chemin d'Arles à Oloron-Sainte-Marie et emprunter le Piémont, ici. Donc, la voie du Piémont qui, normalement, part de Narbonne et puis elle est parallèle à la voie d'Arles, à peu près. Elle est plus près des Pyrénées, puis elle aboutit ici à Oloron-Sainte-Marie. Et puis, donc, on l'a pris, nous, de Oloron-Sainte-Marie à Saint-Jean-Pied-de-Port. Puis de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Irun, on a pris ce qu'on appelle la voie de la Nive-Bidassoa. C'est plus un connecteur qu'une voie principale. Hein. Ça relie 2 villes importantes du chemin. On avait 2 options au départ pour se rendre de Saint-Jean-Pied-de-Port à Irun, c'est-à-dire prendre le GR10, qui est un chemin de grande randonnée française qui traverse les Pyrénées d'est en ouest. Donc, cette partie-là, on le voit ici en mauve, là, le GR10 qu'on avait prévu au départ, qui nous aurait pris 5 jours, 5 étapes. Et puis, la voie de la Nive-Bidassoa nous est apparue en route comme étant une alternative intéressante. Ça nous a pris 3 jours pour le faire. On économisait 2 jours pour faire la même, pas la même distance, mais pour parcourir le même intervalle de Saint-Jean-Pied-de-Port à Irun. C'est un pèlerin à cet endroit-là précis qu'on a rencontré, qui pensait être sur le GR10, puis arrivé à Irun dans 3 jours. On s'est parlé, puis on s'est expliqué.
Et puis, il dit, ah, moi, en tout cas, c'est ça que je fais. Alors, nous autres, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, nous autres aussi? Parfait, on va laisser le GR10 tout seul, et puis on va entreprendre la voie de Nive Bidassoa. Donc, ça, c'est une découverte en cours de route. Si je peux dire, là, une des raisons aussi pourquoi on a décidé de ne pas faire le GR10, il y a des gens qu'on avait croisés qui étaient sur le GR10 et puis qui disaient que la température n'était vraiment pas belle. Puis comme tu es plus en montagne, c'est un petit peu plus risqué de s'aventurer là. On n'avait pas de vêtements très, très chauds, donc c'était pas une sage décision là, de prendre le GR10 à ce moment-là. Vous le voyez, le GR10, il fait exprès pour se promener sur les crêtes. Vraiment, il fait exprès pour le faire. Et cette voie-là, elle passe dans les vallées plus que dans les crêtes. Alors, c'est un aspect qui est important. En parlant de balisage, en France, pour ceux qui sont au courant, les voies de Compostelle correspondent la plupart du temps à des sentiers de grande randonnée qu'on appelle les GR. La voie d'Arles, c'est le GR 653. La voie du Piémont, c'est le GR 78. Le balisage, bon, je ne peux pas vous dire qu'il est aussi gros que ça sur tous les arbres que vous allez rencontrer, mais ils sont tous de la même couleur, le rouge et le blanc. Alors, c'est le type de balisage que vous allez rencontrer en France. La voie de Nive Bidassoa, qui n'est pas un GR, n'est pas balisée en rouge et blanc. C'est un autre type de balisage. Donc, il faut s'adapter, puis il faut être vigilant. Un petit balisage qui nous dit de tourner à droite ici. Un balisage qui nous dit de ne pas aller par là. C'est un petit X ici. Et ça nous est arrivé de ne voir que cette balise-là et pas d'autres balisages de tourner à gauche, tourner à droite. Ça nous est arrivé. Au moins, on avait au moins cette indication-là de ne pas aller par là. Donc, tous les indicateurs sont utiles et importants. Donc, il faut avoir les yeux ouverts. Ce qu'on n'a pas fait le premier jour ou le deuxième jour, parce qu'à deux, on jase. Fait qu'on a fait un 2 km de trop avant de s'apercevoir qu'il n'y avait plus de balises, puis ça faisait un bout qu'on n'avait pas vu. Fait qu'on a reviré de bord, puis on a refait nos 2 km en sens inverse. Donc, on a additionné un petit 4 km à cette première ou deuxième journée, là, je ne me rappelle plus exactement. Donc, il faut être quand même un peu vigilant. Les balises sont parfois couvertes de végétation, parfois manquantes. Alors, et des fois très discrètes. Elle est là, la balise. Alors, sur un petit poteau d'une vigne. Ici, ben c'est on y va ou on y va pas. Ici, j'ai un signe de Compostelle. C'est là, la voie de Compostelle. C'est une variante. Le premier jour, on a décidé de commencer par une variante. Bon, c'était peut-être pas l'idée du siècle, mais c'est danger, c'est accès interdit, sauf les services, etc. La barrière est fermée, mais on voit que c'est exactement le chemin de Compostelle qu'il faut suivre. Alors, on s'est lancé, puis on y est allé quand même. C'était le bon chemin à suivre, mais des fois, c'est un peu troublant de voir des choses comme ça. La Nive Bidassoa, elle est identifiée soit comme ça, avec son nom d'écriture, soit avec juste le petit logo de Compostelle. Nous, on a trouvé que le balisage de la Nive Bidassoa, il est déficient. Il n'y a pas assez de balises et on marche pendant des longues périodes avant de rencontrer une balise. On est sur un chemin, mais en France, il y a tellement de chemins que ce n'est pas parce qu'on est sur un chemin qu'on est sur le bon chemin. Il faut vraiment faire attention à ça. Alors, on ne s'est pas perdu, ça a bien été, mais si on compare avec les autres chemins, on avait un peu plus de difficultés. Le chemin historique en sortie de Toulouse, je vous le montre tout de suite parce qu'il y a des balises comme ça sur le long des trottoirs. Des fois, elles sont plus basses, des fois, elles sont plus hautes, des fois, elles sont d'un côté de la rue, puis des fois, ils changent de côté de rue. Et puis là, nous autres, on ne voit plus de balises. Là. Puis là, on regarde de l'autre côté de la rue. Ah, oui, ça a changé. Ils ont mis les balises de l'autre côté de la rue. Donc, ça aussi, ça arrive. Donc, pour s'aider à s'orienter, parce que des fois, il y a de la confusion sur le terrain, on a utilisé des applications. Il y a Google Maps
qui n'est pas très utile pour le chemin parce qu'on ne voit pas nécessairement par où le chemin passe, mais il y a des applications comme Maps.me et Mappy.cz qui nous montrent le chemin ici. C'est la voie d'Arles à la sortie d'Arles. On voit le fond de carte avec les rues, puis on sait exactement par où passer pour suivre le chemin balisé. Quand on perd nos balises de vue dans les rues, parce qu'on s'est trompé ou on a manqué un virage, bien, on peut savoir où le chemin passe, puis se retourner sur le chemin, parce que ces applications-là fonctionnent avec le GPS, donc on voit le petit rond de votre position actuelle, par exemple ici, puis vous savez que le chemin est là, donc on sait qu'en prenant cette rue-là, on va retrouver notre chemin, puis tout va bien. Donc, ce sont des supports à la navigation qui sont bien pratiques. Il faut les maîtriser un peu. Ce n'est pas hyper difficile à maîtriser, mais je vous encourage à les consulter et peut-être les utiliser. C'est des systèmes qui fonctionnent en mode hors ligne. Alors, ça ne coûtera pas de données supplémentaires, ça ne va pas être excessif de ce côté-là. Par exemple, ici, on voit que le chemin vire à gauche tout de suite, mais il y a un petit pont, puis on est bien tenté de traverser le pont et continuer tout droit si on ne voit pas la balise ici. Ça arrive qu'il n'y a pas de balise aux endroits où il faudrait tourner. Alors, quand il y a de la confusion, on arrive à une intersection, puis on ne voit pas de balise, puis on peut sortir notre application, et puis regarder, puis dire, ouais, le chemin tourne à gauche ici, on va tourner à gauche ici. Donc, c'est en support, c'est très pratique de les avoir. Ça évite des désagréments comme ça en cours de route. Assez parlé, on va passer aux choses intéressantes. J'ai découpé la présentation de la voie d'Arles en blocs qui correspondent plus ou moins au département qu'on traverse. Donc, le premier bloc, c'est les Bouches-du-Rhône et le département du Gard. Il y a beaucoup de photos, donc clignez pas des yeux. Je vais les passer assez rapidement. Pendant que vous lisez ce qu'il y a à gauche, moi, je clique à droite, puis s'il y a quelque chose d'intéressant, bien, je m'interromps puis je vous en parle. Est-ce que ça vous va? Parfait. Saint-Gilles, qui est la deuxième, notre première ville-étape où on a couché à la sortie de Arles. C'est un pays de vignes. Alors, c'est la vallée du Rhône. Il y a beaucoup de vignes. On traverse, le chemin passe dans les vignobles. C'est très intéressant. Peut-être plus à l'automne. Là, on voit des belles feuilles, mais à l'automne, on pourrait peut-être un peu manger du raisin aussi. Les sentiers sont parfois rustiques comme ça. Parfois, c'est des chemins forestiers ou des chemins de véhicules tout-terrain. C'était pas long parce que c'est juste quelques jours. On passe à l'Hérault et le Tarn. On arrive à Montpellier, première grande ville depuis le départ, qu'on a décidé de traverser à pied. Il y a beaucoup de gens qui ont des craintes dans les grandes villes, c'est-à-dire, moi, j'aime pas marcher à travers la grande ville parce que c'est moche, je prends l'autobus et je traverse de l'autre côté puis je continue. Nous, on a trouvé la traversée de Montpellier très intéressante à l'entrée et à la sortie. Notre hébergement au Gîte Saint-Roch. Ça, c'est la sortie de Arles, la sortie de Montpellier. C'est un aqueduc. On longe ce chemin-là le long de l'aqueduc pendant plusieurs kilomètres. C'est très beau, c'est très intéressant. Il y a des marchés publics le jour où on est passé qui se situaient juste ici à la base. Très joli. Et puis on arrive à Saint-Guillaume-le-Désert. Premier coup de cœur vraiment impressionnant. On voit la rivière, les gorges. Ça, c'est le pont du Diable. Il y a toute une légende parce que les habitants avaient fait un pacte avec le diable et puis tout ça. C'est intéressant. Il y a plusieurs panneaux d'interprétation. On le voit encore ici avec les gorges. Ça vous laisse présager un peu le genre de terrain dans lequel on va se retrouver après Saint-Guillaume-le-Désert. Quelques images de ce village qui est très joli, très, très beau à visiter. Il n'est pas très grand, mais c'est des petites rues étroites, tout est piéton. C'est très beau, très joli. Et on se retrouve tout de suite après Saint-Guillaume-le-Désert, là où les dénivelés sont importants.
dans de la montagne comme ça. Vous voyez ici le chemin qui s'en va, là, qu'on va suivre, et puis qui s'en va de l'autre côté, puis il continue. C'est assez sportif. On a quelques jours, on a à peu près une semaine dans le corps rendu là, alors on commence à être un peu entraîné, mais c'est les journées qui vont être, celles-ci seront exigeantes. Un petit restaurant de Saint-Jean-de-la-Blaquière. On est arrivé, c'était le jour, si je ne me trompe pas, c'était le jour de l'Ascension. Tout est fermé, sauf l'incontournable. C'est incontournable, c'est le seul qui est ouvert, c'est le restaurant. L'épicerie, c'est la tenancière du restaurant qui a son épicerie juste ici, à la porte à gauche. Alors, on s'est tous retrouvés là. On était à peu près une dizaine de pèlerins accouchés dans le gîte communal. Alors, on s'est tous retrouvés là. Et le long de la marche, il nous est arrivé une surprise qu'on n'attendait pas. Hein? On est arrivé là par surprise. Ça s'appelle le prieuré Saint-Michel de Grandmont. C'est un prieuré abandonné. Donc, c'est opéré par la personne qui a racheté le site et qui l'a transformé en un peu un site touristique. Mais c'est d'une austérité totale et ça impressionne. Il est ouvert au public. Nous, on est resté là un bon moment à le visiter. Alors, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de frioriture, il n'y a pas de dorure, il n'y a pas de richesse catholique. Il n'y a que le dénudement et des vitraux. Il y a des artefacts néolithiques aussi sur le site. Alors ça, c'en est un. C'est intéressant, c'est bien aménagé aussi. Les genêts, bien là, le printemps, les genêts sont en fleurs. On les voit bien ici sur cette photo-là. Lodève, qui est aussi une ville très sympathique. Il a plu à quelques reprises. On a quand même été chanceux parce qu'on n'a pas eu tant de pluie que ça, mais il y en a quand même eu. Le chemin passe à travers des exploitations forestières. On était aussi chanceux parce qu'il n'y avait pas d'activité industrielle le jour où on est passé, mais on peut s'imaginer qu'il y en avait les jours précédents. Et il y a des murets de pierre. C'est impressionnant à marcher. On les voit ici. Ils ont été construits pour protéger le sentier des pèlerins, je ne sais pas à quelle époque. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils sont ouverts, là. On les voit. Toute la mousse a poussé. Ça fait longtemps que ces murets-là sont là. J'en ai un autre. Je vais vous passer... je vais revenir au muret de pierre un peu plus tard. Il ne fait pas toujours beau, mais mon Dieu que ça fait des belles photos quand il ne fait pas beau. Alors, ne boudez pas votre plaisir, mettez votre imperméable, puis marchez quand même, parce que c'est tellement beau aussi quand il fait de la brume puis qu'il mouille. On arrive à Castres. C'est aussi une grande ville qui est assez jolie. On a passé une soirée là. Et on est allé coucher un peu plus loin après avoir visité Castres, à l'abbaye Saint-Benoît dans Calcate. Pourquoi on a pris cette abbaye-là? C'est parce que, ma foi, c'était pour vivre une expérience de souper en silence avec d'autres pèlerins et les moines. Alors, ça va être spécial un peu. Il y a les, comment qu'on appelle les prières avant le souper? Les vêpres. Les vêpres à telle heure. Et puis là, c'est chanté à l'intérieur de l'église. Et puis on assiste à ça. Puis après ça, on va souper en silence parce que c'est... Fait qu'on est allé là. On est allé s'installer à souper. Et il y avait tout sauf le silence. Il n'y avait pas un pèlerin qui respectait le silence. Ça jasait à qui mieux dans le réfectoire. Mais c'était un groupe de voyage. C'était un groupe organisé pas des pèlerins, qui était là, mais bon, le silence c'est pour tout le monde, mais bon, on a un petit peu raté notre coup de ce côté-là. Une autre photo, que c'est donc beau quand il mouille puis quand il y a de la brume. Un autre mur, vous le voyez, là, le mur, il est assez impressionnant ici. On me voit ici, là, il y a à peu près la même hauteur que moi, 2 mètres de long.
Et puis, ce qu'on a remarqué en marchant le long de ce mur-là, c'est qu'à l'occasion, il y a des petits signes comme ça qui nous disent qu'on est sur le chemin de Compostelle. Les gens qui ont bâti le mur ont inséré dans les pierres des pierres en forme de croix, ici et là. C'est un peu touchant de voir ces choses-là. Même si moi, je ne suis pas croyant, je ne suis pas un pèlerin comme on pourrait l'entendre, mais ça touche les sens. Les abbayes puis les prieurés aussi, ça touche les sens. Puis ça, ben, ça nous a un peu marqué quand on a remarqué ça. Puis quand on marche puis on veut juste aller vite, ben, on va peut-être rater ces petits détails-là. Alors moi, je vous encourage à regarder partout. Il y a des petits trésors comme ça. On va laisser les montagnes et puis on va se rendre dans la Haute-Garonne et le Gers, qui est un pays agricole, pour le moins. Le chemin, ici, on est sur le chemin de Compostelle. Là. La prochaine balise est à côté de l'arbre, ici. Là. Je ne sais pas comment c'est au mois d'août. Là. On ne voit peut-être plus là, qu'il y a un chemin qui passe. Nous, on le voyait encore. C'est un pays agricole, la Haute-Garonne et le Gers, donc beaucoup de champs, beaucoup de pâturages, beaucoup d'animaux de ferme. Revel, c'est un joli petit village. Ça, c'est le site du marché local du samedi matin. Notre hébergement avec le gentil hospitalier ici qui nous fait bye-bye. Et à partir de Revel, on longe ce qu'on appelle la rigole de la Plaine. C'est un ouvrage hydraulique qui a été construit sur une distance de 75 km de la Montagne Noire jusqu'au canal du Midi pour alimenter le canal du Midi à son point le plus haut. Le canal du Midi, il coule vers le Pacifique, mais de l'autre côté, ça porte un autre nom, mais ça coule vers l'Atlantique, mais il faut mettre de l'eau là, dans le haut pour que ça coule et que les bateaux puissent passer. Alors, les Français, bien ingénieux, ont creusé un canal d'autant de kilomètres que ça pour ramener de l'eau d'une montagne, qui est la montagne Noire, qui est à 80 ou 90 kilomètres de là. Fait qu'on marche pendant 2 ou 3 jours le long de la rigole. On le voit, le sentier ici. Là. Alors, on a ce paysage-là pendant tout ce temps-là. On passe par un site cathare, les pauvres 60 bons hommes et bonnes femmes qui ont été brûlés vifs à cet endroit-là par les croisés en 1211. Alors, c'est au hameau qui s'appelle les Casses. Ça aussi, c'est un autre point émouvant. Et on a passé par là parce que la gentille hospitalière ou hôtesse de notre gîte, avec qui on a soupé le soir, nous a parlé de son petit site touristique, de son village qui s'appelle les Casses. Alors, il ne faut pas non plus bouder les repas communautaires puis jaser avec les hospitaliers, les autres qui nous reçoivent, parce que c'est une mine d'informations locale. Alors, nous, on n'aurait jamais passé par là si on n'avait pas, justement, eu cette discussion-là avec notre hébergeur. Des champs de coquelicots, et on arrive au canal du Midi. Donc, on a quitté la rigole, on a marché 2 ou 3 jours là, sur le long de la rigole. C'est plat avec un léger dénivelé, et puis c'est toute de la belle petite roche. Et puis là, on arrive au canal du Midi, bien, c'est encore la même chose. Sauf que c'est un peu plus large, parce que là, il y a des bateaux qui passent. Mais le chemin jusqu'à Toulouse, c'est comme ça. C'est tout à fait joli. Il y a des... j'oublie toujours le nom. Des péniches. Des péniches qui sont toujours stationnées. Il y en a qui sont là en permanence. Les gens vivent dedans. Il y en a d'autres qui se promènent et qui bougent. On avait même un gîte qui s'appelle l'Écluse du Sanglier. Je vous le recommande chaudement. Il est sur le canal du Midi. C'est un gîte communal qui est géré par l'Association des Amis de Saint-Jacques des Pyrénées-Atlantiques. Avec les hospitaliers et tout, c'est un très beau gîte sur un très bel endroit. L'arrivée à Toulouse,
se fait le long du canal du Midi. Donc, on rentre directement jusqu'au centre-ville de Toulouse par un beau sentier bucolique. Alors, je vous encourage à entrer dans Toulouse à pied et ne pas le chevaucher en autobus ou en train. Paysage agricole de l'endroit. Par contre, je vais peut-être en parler ici maintenant. Pour sortir de Toulouse, c'est une autre histoire. Je dirais que c'était moche. Mais nous, on a choisi de prendre le chemin historique parce que sur les papiers, ça s'appelle chemin historique. Tu dis, hey, ça va être plein d'histoire. Non, non, c'est parce que c'est l'ancien chemin. Il n'y a rien d'historique. C'est comme traverser le boulevard Taschereau de Longueuil jusqu'à Greenfield Park, puis etc. Là. Alors, je ne le recommande pas. Ce n'est pas non plus le GR. C'est une variante qui s'appelle chemin historique. Le GR fait toutes sortes de détours pour éviter justement ces endroits-là et passer dans la campagne. Et il y a l'autobus ou le train qui saute 2 ou 3 villages puis qui continue plus loin. Et la majorité des gens prennent l'autobus. Hein? Je ne me trompe pas en disant ça. Oui, c'est bon. Le Gers, j'écris ça ici, le Gers, c'est un pays agricole, hein, et c'est un pays de bouettes. On le verra tantôt. C'est une petite anecdote. En marchant, en arrivant à Legvin, un peu fatigué, on approchait de notre gîte. Il y a une personne qui sort de son terrain puis qui nous interpelle. « Bonjour, bonjour, est-ce que vous êtes des pèlerins? » « Oui, oui, on fait le chemin de Compostelle. Oui, oui. » Ben, il dit, « Voulez-vous des cerises? » Oui, non. Oui, venez, venez, venez. Alors, il nous amène sur son terrain. Il y a plein de cerisiers. Il nous apporte des sacs. Puis il dit, prenez autant de cerises que vous voulez. Ça nous fait plaisir. On est des pèlerins, nous autres aussi. On a marché et puis ça nous fait plaisir de rencontrer des pèlerins. Alors, on a eu un beau dessert ce soir-là. Les cerises étaient très bonnes et puis c'était très charmant de la part de cet individu-là qui était sur notre chemin. Une autre cocasserie, vous voyez la balise. Est-ce que vous pouvez me dire s'il faut tourner à droite ou à gauche? Regardez le poteau. Est-ce que la balise a été peinturée une fois que le poteau a été tordu ou avant que le poteau soit tordu? Je vous mets le contexte. C'est le printemps. Les champs sont labourés, sont semés, mais c'est de la terre. Ça n'a pas poussé encore. C'est à peu près ça de haut, là. 2 ou 3 pouces de haut, là, les petites pousses de maïs et puis de blé, tout ça. Et là, il mouille. Là, tout est lessivé. Là. Puis là, on voit tout ça qui descend en bas de la côte. Et le chemin se trouve en bas de la côte. Alors, on n'a pas le choix. Françoise a perdu une espadrille à un endroit parce qu'elle est restée poignée. Puis là, elle a levé le pouls et elle a dit « Oh, oh! » Fait que là, elle a été capable de récupérer son chose. Mais là, les bâtons, là, c'est tellement pratique. Dans un champ de bouettes, mais se tenir sur 3 pattes pendant qu'on remet notre soulier, c'est très pratique. Ceux qui n'aiment pas ça, marcher les bâtons, pensez-y, ça arrive. Ça arrive qu'on a les 2 pieds jusque-là, là. Par contre, dans les champs de boîtes, enlevez vos petits embouts en caoutchouc parce que vous allez les perdre. Ils vont rester dans le fond avec les souliers. J'imagine que rendu au milieu de l'été, quand tout est levé, puis que donc il y a moins de boîtes qui est lessivée par la pluie, puis les champs sont un peu plus secs, mais vous voyez d'abord la couleur de l'eau. C'est pas de l'eau sale, c'est de l'eau du Gers. Et cette ville-là, c'est la ville de Auch. On y arrive et on va passer par le pont ici, puis grimper en haut. Une très belle ville. C'est la ville de D'Artagnan, c'est le Gascon, le fameux Gascon qui protège la ville de Auch. Un autre, ça. Oui, c'est là, c'est le chemin qui passe carrément à travers le champ. Il est fatigué, là.
Tiens. Bon. Avec les bâtons, je vous le dis, c'est bien pratique. C'est pratique aussi quand on arrive au gîte le soir, puis il y a un boyau d'arrosage à l'extérieur pour se laver les pieds. On arrive, on a quitté, on quitte la voie d'Arles pour entreprendre notre chemin de la voie du Piémont à partir de Laurent-Sainte-Marie. Et puis, donc, on entre progressivement dans le Pays basque français. On le voit ici, à Laurent-Sainte-Marie, la croisée des chemins entre la voie d'Arles et du Piémont. C'est le retour des sentiers rustiques. J'écris ça ici parce que toute la partie de la rigole, du canal du Midi, puis traverser les villes, c'est bétonné, c'est pas bétonné, c'est bitumé, c'est pénible. Nous, ça a été pénible pour les pieds, surtout les pieds de Françoise. Elle a failli annuler ou canceller son voyage à un moment donné parce que les pieds n'en pouvaient plus de marcher sur de l'asphalte. On pense toujours que ça nous prend des bonnes grosses bottes pour marcher en montagne, les cailloux, tout ça. C'est la partie facile. La partie difficile pour les pieds, en tout cas dans notre situation, c'était l'asphalte. Ça tue un pied. Alors, on était bien contents, en retrouvant le chemin du Piémont, de retrouver nos sentiers rustiques en montagne, sur la terre avec nos roches. Coup de cœur, le Pays basque, son architecture et sa langue. Moi, c'est ce que j'ai probablement le plus aimé dans la partie française de notre chemin, ça a été de traverser le Pays basque et d'en apprendre un peu plus sur ce pays-là. L'hôpital Saint-Blaise, ça c'est une église, je vous le concède, mais il n'y a pas d'hôpital, c'est le nom du village, Hôpital Saint-Blaise. Il n'y a pas d'hôpital, c'est le nom du village. En Pays basque, les maisons, ça c'est là où le gîte où on habitait ce soir-là. Une première caractéristique du Pays basque, c'est que toutes les maisons qui sont bâties portent le nom de la personne qui a fait bâtir. Donc, c'est écrit ici, fait bâtir par M. Etcheverry, instituteur, et l'année. La maison, toutes les maisons portent ce signe-là. Et c'est la maison Etcheverry. Même si ce n'est plus Etcheverry qui vit là, c'est la maison Etcheverry. Alors, les maisons typiques basques portent toute cette inscription-là de la personne qui a fait bâtir la maison. Le retour dans le Pays basque, c'est le retour des montagnes aussi. Vous vous rappelez de notre petit graphique, les dénivelés importants, plus haut que 600 dans les 800 puis dans les 1000 mètres, se situent entre Laurent-Sainte-Marie et puis Saint-Jean-Pied-de-Port. Ici, la petite ligne blanche, c'est un couvent ou une église et on pouvait entendre les chants. De l'autre côté de la montagne, ici, on aurait pu s'asseoir là puis juste écouter les chants. Il n'y a rien qui bloque la transmission du son. C'était un peu enchanteur de se retrouver à cet endroit-là, à ce moment-là. Et puis, on a nos chemins rustiques qui sont si agréables à marcher. Bien, c'en est un exemple. Un autre. Là, on le sait qu'on est dans le Pays basque quand on voit des maisons comme ça. D'abord, vous voyez l'architecture des coins, des briques comme ça, les murs de chaux et les volets rouge sang de bœuf. Parce qu'à l'époque, on utilisait du sang de bœuf pour peinturer le bois, pour combattre les moisissures. Il y a d'autres maisons dans une ville, par exemple, où on conserve l'architecture basque. On les voit ici peintes en rouge, rouge sang. On les voit peintes en vert ici. Et ce qu'on nous a dit, c'est qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, les gens qui peinturaient leur maison rouge étaient des gens qui travaillaient dans la boucherie, dans le centre d'œuvre, etc., l'élevage, etc. Les verts, c'était... les agriculteurs. Les agriculteurs. Et puis les panneaux verts, on les rencontrait plus du côté des marins et des pêcheurs sur la côte. Alors, il y avait aussi une connotation. Et puis ces couleurs-là, elles sont dans les codes d'urbanisme
des villages basques. On ne peut pas prendre n'importe quel rouge, c'est défini d'avance. Ça fait très intéressant, c'est très typé, on ne peut pas se tromper là. On le sait qu'on est dans le Pays basque, puis quand on quitte le Pays basque, on quitte ces maisons-là aussi. Donc, c'est très typé. Pays basque encore. Et là, on arrive à la fin du chemin de la voie du Piémont, qui est le GR 78. On a un petit écriteau, tout discret. Et on va faire quelques kilomètres sur la voie du Puy pour se rendre à pour rentrer à Saint-Jean-Pied-de-Port. Le chemin du Piémont aboutit sur la voie du Puy. Mais c'est une question de quelques kilomètres, là. À l'arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, la fameuse arche, des images que vous connaissez sans doute. De retour sur les maisons d'architecture basque, avec sa petite boîte aux lettres tout à fait charmante ici. La voie de la Nive Bidassoa, qu'on a beaucoup aimée aussi parce qu'elle est très campagnarde, même si à l'occasion c'est sur bitume ou sur terre vraiment compactée, là. On a des paysages fabuleux, des petits villages comme ça. On en reparlera peut-être un peu plus tard aussi, mais là, j'attire votre attention, c'est l'épicerie du coin. Il n'y a pas d'épicerie dans plusieurs villages, dans les micro-villages en Europe, c'est un peu les déserts alimentaires. Alors, eux ont trouvé comme solution d'avoir des machines distributrices, des casiers ici à légumes, avec le prix de chacun des casiers, et puis ici, c'est des yogourts, des choses comme ça. Donc, ça nous a un peu surpris de voir qu'en France, on peut aussi se retrouver dans des endroits où il n'y a pas à manger. Il n'y a pas de commerce, en fait. Les cochons Quinto. Pie noir, non? Ouais. Ouais. C'est des cochons basques. Les Basques ont réussi à ressusciter cette espèce qui était en voie de disparition. Et maintenant, ils en sont très fiers. Ça reprend et le cheptel de ces cochons-là est en train de grossir. Elle était croche, hein? On arrive à Hendaye, qui est en fait la ville portuaire où se trouve à la frontière avec l'Espagne, puis de l'autre côté, c'est l'Espagne. Je vous porte votre attention sur les langues utilisées de façon officielle dans le Pays basque. On a le français et on a l'euskari. L'euskari qui est la langue basque. Alors, ils en sont très fiers. Ils l'utilisent et ils l'utilisent de façon officielle aussi. Donc, on ne dit pas bon chemin, on ne dit pas buen camino, on dit bideon, B-I-D-E, espace O-N, qui veut dire bon chemin en basque. Avant de passer à l'Espagne, on va passer un petit peu d'informations sur l'hébergement. Côté des prix, vous voyez des prix typiques ici, en Espagne et en France, pour les dortoirs et pour des demi-pensions. Les demi-pensions sont plus populaires en France qu'en Espagne, quoique il y a plusieurs endroits en Espagne où on a eu des demi-pensions. Alors, il ne faut pas penser qu'en Espagne, il n'y a pas de demi-pension. Ça existe. Il y a toutes sortes de gîtes. Nous, on a utilisé des gîtes pèlerins, des gîtes privés, des auberges, des campings, puis des hôtels qu'on a réservés sur booking.com. On a eu des nuitées avec ou sans petit déjeuner ou avec la demi-pension au complet. Il y a plusieurs établissements qui disposent d'une cuisine pour préparer ses repas. Donc, quand le restaurant est un peu loin ou il n'y a carrément pas de restaurant en ville, ça arrive, on prend des choses à l'épicerie. On peut se cuisiner un souper à l'auberge si l'auberge ne fournit pas de repas du soir. Certains de ces gîtes-là sont donativaux, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, c'est-à-dire que l'hébergeur laisse le soin aux pèlerins de payer ce qu'il considère le juste prix pour son hébergement. C'est pas genre tu donnes ce que tu veux, parce que ça ressemble un peu à ça en français, donativo, mais ce n'est pas le principe. Le principe, c'est de considérer ce qu'on reçoit comme service et de donner la juste part. S'il advenait que le pèlerin
est pauvre au point de ne pas pouvoir donner beaucoup, et il ne donne pas beaucoup, et il sera hébergé quand même. Considération pour les couples. J'écris ça. Nous, on était un couple, donc on a marché à 2, donc on s'héberge à 2. Il y avait des gîtes de mi-pension, ou peu importe, à 30 ou à 40 euros par personne. Bien, là, ça fait 80, hein? Ça fait 60 à 80 euros pour le couple. Puis il y a des chambres d'hôtel sur Booking.com qui coûtent moins cher que ça. Alors, un couple peut économiser, une fois de temps en temps, prenant dans une grande ville ou dans une ville moyenne, un appartement ou une petite chambre d'hôtel de son gré sur Booking. On n'est pas avec la mêlée des pèlerins à ce moment-là, mais une fois de temps en temps, un couple, ça aime ça se retrouver. Tu sais, les dortoirs, c'est le fun. Mais, pour le couple, bon. Quoi apporter pour dormir? Bien, ça, c'est chacun pour soi, mais nous, on a utilisé la méthode du sac de couchage, parce qu'on a un sac de couchage qui est assez compact et assez léger. D'autres personnes vont s'apporter un drap d'auberge, d'autres vont s'apporter les deux. Les oreillers sont toujours fournis. Les couvertures, la plupart du temps, ça a été arrivé peut-être à une ou deux reprises où il n'y avait pas de couverture dans le gîte. Les draps qu'on fournit sont soit en coton, quand on est dans un gîte privé, la plupart du temps, c'est des lits normaux avec de la literie normale. Et puis dans des dortoirs ou des gîtes communaux, le matelas sera probablement un matelas recouvert de plastique, là, comme à l'hôpital, si on veut. Puis on vous fournit un drap jetable en papier qu'on découpe nous autres mêmes, qu'on installe nous autres mêmes, qu'on met dans la poubelle ou dans le panier prévu pour ça le lendemain matin. Mais il y a toujours ces items-là pour dormir. Les bouchons d'oreilles, c'est encore là très utile dans les dortoirs, ou les loups pour les yeux, pour les personnes qui ont besoin d'obscurité pour dormir. Alors, quelques exemples de chambres privées dans un accueil pèlerin. Les accueils pèlerins ne sont pas que des dortoirs. Il y a souvent un dortoir accompagné de quelques chambres, une ou deux ou trois chambres. Si on dit qu'on est un couple, souvent on a un petit privilège. Ils nous trouvent une chambre s'il y a une chambre de libre. Une chambre privée dans un gîte privé, c'était très joli, dans une tour avec des beaux meubles et tout ça. Encore là, un gîte privé, la dame nous a reçus. Il pleuvait quand on est arrivé, on était un peu trempés, puis là, le feu était dans le foyer. Il y avait une petite bière. On a eu un hébergement dans un terrain de camping. Une nuitée. Alors, on avait cette maison mobile-là, ou, excusez-moi, je me suis trompé, ce mobile-home, sur un terrain de camping, très bien. Ça, c'est un appartement qu'on a réservé sur Booking.com dans une petite ville qu'on a trouvé comme ça. Très charmant, très, très pratique, avec la petite cuisine, le lit, et tout à fait fonctionnel. Alors, ça, c'est une catégorie d'hébergement. Il y a les dortoirs, et je les ai appelés soft, ceux-là. Vous voyez, ils sont aérés, ça va bien, il y a de la place pour tout le monde. Ici, il y a des petits bacs là, pour apparemment prévenir les punaises de lit. Mais j'ai des doutes. Mais bon, on nous demande à l'entrée de mettre notre matériel dans le bac, puis de monter le bac en haut, puis là, après ça, bien, on fait ce qu'on veut avec notre bac. Bon. Mais vous voyez les draps, vous voyez les couvertures ici, donc ça vous donne un peu un aspect d'un dortoir. Ici, il y en a un autre, c'est un peu le même système. Vous voyez les couvertures sur chacun des draps. Ici, il y a 4 lits simples, ici, un lit superposé. Ici aussi. Ici, on avait des petits bunkers. Ça, c'était un gîte à Zarote, je crois. C'est comme des cabines de train, là. On a un petit rideau ici qui se ferme, puis on a une petite lumière à l'intérieur. Puis quand on ferme ça, on a notre petit chez-soi, dans notre petit cocon. On a notre petite prise USB à nous, dans la cabine. Ça, c'est le fun, tu sais. Ici, un autre dortoir un peu plus chargé, mais quand même aéré, il y a de la place. Ça, fait que j'appelle ça des dortoirs soft. On a aussi vécu les dortoirs intenses. Alors, comptez le nombre de lits, là. Il y en a une vingtaine ici, dans ce dortoir-là. Il y a des petits casiers ici.
pour mettre nos effets personnels. Ils ont une clé, alors on peut barrer nos petites choses puis aller en ville se promener puis avoir nos effets de valeur un peu à l'abri ici. Alors ça, c'était le gîte de Saint-Gilles. C'est notre premier gîte où on est habité. Alors, c'est un peu l'éventail de situations que vous allez rencontrer sur le chemin en termes d'hébergement. Les gîtes qui ont des cuisines nous permettent de faire des bons petits repas ici. Là, on est allé s'acheter des trucs à l'épicerie, des nouilles, de la sauce tomate, des zucchinis, une petite bouteille de vin. On s'est fait ça dans la cuisine du gîte. Ici, d'autres pèlerins ou pèlerines qui sont en train de se faire un repas dans un autre gîte. Ici, ces deux gîtes-là offraient la demi-pension et le repas communautaire. Alors ça, c'était notre premier. On était 11. C'était ma première expérience de repas communautaire, très agréable. Ici, on était 58 pèlerins de 14 pays différents au gîte de l'Abuelo de Peuto, en Espagne. C'est une expérience à vivre, ce genre de gîte-là ici, et pas comme les autres. Si vous passez par là, moi, je vous encourage à au moins aller le voir et puis peut-être y rester. Ce gîte-là était donativo aussi. Ces gîtes-là étaient à frais fixes. Mais c'est une expérience qu'il ne faut pas bouder. Là. Quand vous avez l'occasion, on vous dit qu'il y a un repas communautaire, dites oui. C'est très intéressant. L'alimentation, nous, on s'est aperçu sur la voie d'Arles, qui est un chemin beaucoup moins doté de services comme peut-être sur les autres chemins populaires comme le Camino Frances. Il faut un petit peu prévoir à l'avance des collations, des repas, des petits déjeuners, parce qu'à l'occasion, il n'y a pas le commerce est dans l'autre village avant d'arriver à notre hébergement. Alors, il faudra peut-être prévoir pour le petit déjeuner du lendemain ou des collations ou le repas du soir si le gîte où on va n'offre pas de demi-pension et n'a pas de restaurant. On peut demander cette information-là à l'hébergeur quand on réserve. Est-ce qu'il y a des restaurants? Est-ce qu'on peut manger en ville? Ceux qui le savent vont vous dire non. Achetez vos choses à telle ville avant d'arriver ici. Alors ça, c'est important. Considérez les congés fériés, les commerces sont fermés, ça arrive souvent. Ils ne sont pas toujours fermés le dimanche. Il y en a qui ferment le dimanche, il y en a qui ferment un jour de semaine, puis ce n'est pas tout le monde qui ferme le même jour de la semaine. La boulangerie A peut fermer le mercredi, puis dans l'autre village, elle peut être fermée le mardi. Fait que si on compte sur le fait qu'ils font fermer le mercredi, les boulangeries, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des déserts alimentaires. Ça, c'est la première fois qu'on a rencontré cette situation-là. C'est une distributrice à baguettes. Vous savez, les baguettes en France, le pain, c'est important. Ils ne peuvent pas manquer de baguettes. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de boulangerie dans ce village-là. Alors, le boulanger du village voisin vient remplir la machine 2 fois par jour. Puis, on paye, on met notre carte de crédit ici, on paye sur le piton, puis la baguette, elle sort en bas. C'est dire qu'il n'y a pas de commerce dans beaucoup de villages. Là. Si on installe des choses comme ça, on n'est pas rendu là ici, là, mais en France, qui est un pays de gastronomie et tout, on a des situations où c'est à ce point. Il y a des restaurants dans certains villages qui offrent des menus pèlerins, en dehors de l'hébergement comme tel. Il y a des restaurants qui gravitent autour des pèlerins, autour de l'église, qui vont offrir des menus à petit prix ou à prix modique, disons. Ils vont vous offrir salade, plat principal, dessert et vin. Alors, ça aussi, il s'agit de s'informer auprès de l'hébergeur ou du gîte ou se promener en ville. Puis souvent, il y a un petit écriteau sur la vitrine du restaurant qui dit « menu pèlerin, 11 €, etc. » Des épiceries. Puis nous, ce qu'on utilise beaucoup, c'est Google Maps nous permet de prévoir à l'avance dans le village où on va aller, est-ce qu'il y a des épiceries? On les voit sur Google Maps, puis on voit même s'ils sont ouverts ou fermés et leurs heures d'ouverture. Ce n'est pas toujours à 100% exact, là, mais la plupart du temps, ça fonctionne bien. Donc, on peut prévoir à l'avance si l'endroit où on va est bien desservi ou non. J'aimerais rajouter aussi que dans les miam-miam dodo, les services qui sont disponibles dans les différents villages sont habituellement identifiés. Donc, c'est une autre bonne ressource pour identifier les commerces dans les villages.
Notre budget d'opération, c'est-à-dire, là, on a parlé tantôt du budget avant de partir. Ça, c'est ce que ça nous a coûté pour fonctionner pendant le voyage. Donc, on voit les prix d'hébergement, la moyenne globale de tout par jour pour l'hébergement, les accueils pèlerins, les demi-pensions, l'alimentation, une moyenne de 34 $ par jour pour s'alimenter en dehors des demi-pensions. Les autres dépenses, donc les cartes SIM, le tourisme, donc des entrées dans des endroits touristiques où il fallait payer. Ça nous a coûté un peu d'équipement en route, on en reparlera un peu tantôt, les pharmacies, transports, lessive, etc. Donc ça a coûté une moyenne de 6 $ par jour. Ça peut coûter beaucoup, beaucoup moins cher si vous n'avez pas d'équipement à acheter en cours de route. Nous, on a eu un petit problème, donc ça nous a coûté ça. Donc, toutes dépenses comprises, 83 $ par jour, 73 jours de marche, ça nous donnait un budget d'à peu près 6 000 $ par personne d'opération, plus les frais de départ. Donc, ça vous donne une idée, un ordre de grandeur. Ça dépend combien d'apéros vous prenez, combien de restos vous allez, puis combien d'hôtels vous prenez en cours de route. Ça va vous faire varier les prix beaucoup. Alors, si vous ne couchez que dans les dortoirs, évidemment, ça va vous coûter beaucoup moins cher que si un jour sur 3, vous prenez un hôtel avec chambre privée, toilette, etc. Donc, ça, c'est à votre goût. Mais ça vous donne quand même un ordre de grandeur. Mais ça, c'est ce que ça nous a coûté à nous. Maintenant, si on passe en Espagne, donc on s'est arrêté tantôt avant la pause à Hendaye, ou le début d'Irún, qui est le début du Camino del Norte. Donc, encore là, 3 segments de chemin de Compostelle en Espagne, le Camino del Norte, le Primitivo, et un petit bout du Camino Frances vers la fin. Donc, on passe par les villes de San Sebastián, Bilbao, Oviedo, Lugo, Melide ici, et Santiago. Donc, 33 étapes, 832 km au total pour la partie espagnole. Le même graphique qu'on a vu tantôt, c'est-à-dire les dénivelés positifs de chaque journée, la même petite barre de 600, puis là, vous remarquez un peu la différence entre le chemin d'Arles qu'on a vu tantôt, la partie française puis la partie espagnole. Il y a comme pas mal plus de barres en haut de 600. Donc, c'est un chemin qui est plus physique, qui est plus exigeant. Surtout vers la fin, le Camino Primitivo ici, c'est un peu plus exigeant. Mais bon, ça dépasse à 2 reprises les 1000 mètres d'altitude, mais il y a 17 jours sur 33, donc la moitié des journées, c'est des journées exigeantes. Donc ça c'est à prendre en considération. Les gens qu'on a rencontrés qui commençaient leur chemin au début du Camino del Norte, ou au début du Camino Primitivo, ils trouvent ça tough, parce que c'est les premières journées, là. Nous, ou même quand vous faites d'autres chemins où c'est un bon bout plat avant de commencer, puis on a le temps de se faire les muscles et tout ça, c'est différent. Nous, quand on est arrivé en Espagne, on n'a pas trouvé le Camino del Norte difficile ou spécialement difficile. On avait déjà vécu un bon bout, puis ça fait déjà 40 jours qu'on marche. On est capable d'en prendre. Mais les gens ils trouvent ça pratique, le Camino Primitivo, parce qu'il est court, finalement. Hein, on avait Primitivo, c'est 9 étapes, 260 km. Donc, si on a une dizaine ou 2 semaines de vacances à disposer, bien, on peut se dire, je vais faire le Primitivo, c'est pas long. C'est pas long, mais ça commence, puis ça finit pas, là. C'est dur. Il faut être bien, bien préparé à l'avance. Ici, c'était notre journée la plus courte. On était fatigués. Fait qu'on n'avait pas le goût. Fait qu'on a fait juste la distance entre 2 petits villages rapprochés, puis on s'est reposé. Balisage en Espagne, par opposition à la France, c'est la flèche jaune. La flèche jaune n'existe pas en France, elle n'existe seulement qu'en Espagne. Le balisage et l'étude directionnelle en Espagne, c'est-à-dire que les flèches pointent toutes dans la direction de Saint-Jacques. En France, le balisage est bidirectionnel parce que c'est des chemins de grande randonnée. Vous pouvez le faire dans un sens ou dans l'autre. Fait qu'il y a des petites balises rouges et blancs par là, puis par là. Fait que si on se promène et on fait ça comme ça, puis là on se dit,
Là, c'est par là ou par là que je vais? Parce que là, je suis étourdi. Je suis allé au petit coin en arrière de l'arbre là-bas. Je reviens sur le sentier. Puis là, il y a des balises dans les deux sens. Donc ça, il faut faire attention. Ça n'arrive pas en Espagne, parce qu'en Espagne, on suit les flèches. Il n'y en a pas de flèches dans l'autre sens. Les gens qui font ces caminos-là à l'envers, parce que ça existe aussi, c'est un peu compliqué, là, parce qu'ils ne voient jamais de flèche. Il faut qu'ils regardent, ah, OK, la flèche, elle pointe par là, donc moi, je m'en vais par là. On voit une flèche ici. Dans la brume, on aperçoit la flèche suivante. Donc, je parlais de rouge et blanc, puis je parlais de flèches jaunes. On est en Espagne, on suit les flèches jaunes, on ne suit pas les balises rouge et blanc. Les balises rouge et blanc existent à l'occasion en Espagne lorsque il y a un chemin de grande randonnée qui se trouve à cet endroit-là. Mais ce n'est pas un chemin, ce n'est pas le Camino del Norte, c'est un autre chemin. Mais ça donne à passer sur le même chemin pendant un petit bout. Alors, on suit les flèches jaunes. Il y a de la flèche jaune, ça ne manque pas. On est encore dans le Pays basque pendant un bout de temps, parce que le Pays basque, qui chevauche la frontière, il est autant, ou sinon plus, dans la partie espagnole que dans la partie française. Alors, Camino de Santiago, c'est en espagnol. Et puis, je vous laisse lire la traduction Euskari de Camino de Santiago. Donc, à l'occasion, vous allez voir ce genre de balisage-là avec du basque dans le Pays basque. J'écris ici qu'on utilise encore Google Maps, on utilise mappy.cz. Et en France, j'utilisais un autre qui s'appelait Maps.me. Maps.me avait de l'information qui était assez fiable, c'est-à-dire qu'elle correspondait assez fidèlement au balisage sur le terrain. Et puis, j'ai réalisé qu'en Espagne, il y avait beaucoup d'occasions où l'information dans le Maps.me n'était pas juste. Alors, j'ai cessé de l'utiliser pour réaliser que Mappy.sec était beaucoup mieux. Même s'il n'est pas parfait lui non plus, il est beaucoup mieux. Alors, j'ai laissé tomber l'utilisation de Maps.me en Espagne, puis je me suis limité à Mappy.cz. Vous voyez, même en ville, on a des petites flèches ici, puis une petite flèche là, puis une autre petite flèche là. Fait que c'est par là. Puis ici, si on n'est pas sûr, on a une balise de Compostelle, puis on a la flèche jaune. Ici, je ne suis pas sûr, par exemple. Là, on a eu un petit doute. Fait qu'on a marché à côté des rails. Ici, il y a de la flèche jaune. Mais là, c'est à droite. Non, c'est pas par là. C'est tout droit. C'est à droite. Mais là, vous pouvez aller à gauche ou à droite. Puis là, c'est tout droit aussi. Les flèches, des fois, c'est officiel. Puis des fois, c'est artisanal. On ne sait pas qui a peinturé les flèches. Puis il y a des gens qui, sûrement, s'amusent à mettre des flèches ici et là. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive, c'est comme des tags sur les murs d'édifices. La plupart du temps, les flèches sont correctes et indiquent le bon chemin, mais bon, il y a des cocasseries qui arrivent à l'occasion comme ça. Quand on arrive en Galice, la Galice, c'est le pays de Santiago. La Galice a mis toute la gomme dans son balisage. Vous voyez ici, c'est les bornes comme ça. Il n'y a pas de balise. Bien, il y a des flèches jaunes qui sont peut-être peinturées par des gens, mais il ne manque pas de bornes comme ça. Vous allez voir tantôt, là, puis je vais m'approcher. Cette borne-là, on est à 166,098 km de Santiago. 0,098, c'est au mètre près. Ils sont précis, les Galiciens. Ici, c'est la balise la plus proche du point zéro. Il n'y a pas de balise zéro à Santiago. Il y a la place centrale en face de la cathédrale, puis il y a des plaques de l'UNESCO au milieu, mais il n'y a pas de balise avec le chiffre 0 écrit dessus. Alors, on en a trouvé une dans le jardin du séminaire Mayor San Martin Pinario, qui est à 135 mètres du point 0. C'est le plus proche qu'on a pu se rendre. Alors, on passe au Camino del Norte. On va vous montrer encore là une séquence de photos avec des belles histoires et de la brume encore. Alors, il y a le Pays basque. On va passer le Pays basque, la Cantabrie et les Asturies.
donc par les villes principales, ici, San Sebastián, Bilbao, Santander. On va trouver des plages, on va voir beaucoup de la mer, on va voir beaucoup de bitume. En Cantabrie, c'est le bout de chemin qu'on a le moins aimé dans toute notre randonnée de 3 mois. C'est la Cantabrie. C'est monotone, c'est asphalté. Ça, c'est notre impression personnelle. Alors, on a un peu, disons, trouvé ça très difficile du côté moral, c'est-à-dire d'avoir le goût de continuer, là. C'est parce que, puis là, ben, on a ressuscité aux Asturies, on va en parler tantôt. Donc, les Asturies, ça a été notre coup de cœur. Les Asturies au complet, puis un beau petit village qui s'appelle Santillana del Mar, qui est assez joli aussi. Alors, quelques photos de paysages. Ce qui est intéressant dans le Camino del Norte, c'est qu'on prend 3 traversiers. Donc, ils nous économisent beaucoup de chemin pour éviter de contourner ces grandes baies-là avec des installations portuaires et tout. Donc, le chemin arrive sur le bord du quai. Le bateau arrive, on embarque dans le bateau, il traverse la baie de l'autre côté, puis on continue notre chemin de l'autre côté. Il y en a 3 comme ça à traverser, si on veut, hein, parce qu'on peut faire le chemin à pied en contournant toutes ces baies-là, là, mais la plupart des gens prennent les traversiers. C'est très agréable. Mais c'est le même petit bateau que tantôt, mais c'est la vue du bateau, c'est le village d'où on est parti, qui s'appelle Pattaya. On arrive à San Sebastián. On voit, c'est une grande ville. C'est un peu ce qui nous a... C'est beau, les grandes villes, puis des belles grandes plages, tout ça, mais ce qui nous a un peu déçus, on venait de la France avec tous ces petits villages médiévaux, historiques, tout petits, 3-4 rues, des maisons. Puis là, dans Cantabrie, on va d'une grande ville, d'une station balnéaire à l'autre. Fait qu'on se retrouve toujours au bord de la plage, mais dans une grande mer de touristes. Le pèlerin n'existe pas. C'est les touristes, c'est les surfeurs, c'est les vacanciers, c'est toutes les séries d'hôtels qui sont sur le bord de la plage comme ça. Ça fait beau, mais on a eu un petit peu le moton de se promener d'une grande station balnéaire à l'autre et à l'autre. Les sentiers, c'est beaucoup sur des routes, quelquefois sur des sentiers comme ça, mais quand c'est des sentiers comme ça, c'est souvent asphalté aussi. Alors, c'est encore sur de l'asphalte. On arrive à la petite ville de Getaria, où on a passé une journée de repos après 6 kilomètres. Alors, encore là, c'est une station balnéaire. Les gîtes sont souvent assez occupés de surfeurs, de plaisanciers, parce que c'est ouvert à tout le monde et pas seulement aux pèlerins. Il y a quelques gîtes dans ces stations balnéaires-là qui vont être réservés aux pèlerins, mais la plupart du temps, c'est format auberge de jeunesse, et tout le monde est bienvenu, puis c'est le même prix pour tout le monde. Quelques petits paysages. Quand on se promène sur le Camino del Norte en Cantabrie, on est sur le bord de la mer, on rentre dans les terres, on se promène dans du paysage comme ça où on ne voit pas la mer, et à un moment donné, oups, on bifurque et on retourne à la station balnéaire suivante sur le bord de la mer. Donc, on fait toujours des alternances entre la mer et l'arrière-pays, et la mer et l'arrière-pays. Mais d'une journée à l'autre, c'est la même chose. La ville de Deba, qui est une ancienne, dont l'accueil pèlerin est dans une ancienne gare, assez intéressant. Encore là, vous voyez les paysages de Cantabrie, mais dans l'arrière-pays. Ça nous est arrivé très rarement d'avoir de ce genre de choses-là, où on a des petits étals comme ça avec des produits en vente pour les pèlerins, des petits jus, des fruits à quelques reprises. Ça ne nous est vraiment pas arrivé souvent sur les chemins qu'on a empruntés. Alors celui-ci qui était à Pozueta avait une petite étale comme ça. Le gîte où on restait était juste là. Donc c'est probablement l'aubergiste qui installe cette petite table-là pour les pèlerins qui passent et qui ne s'arrêtent pas. On est en Pays basque. Les Espagnols sont plus revendicateurs que les Français.
En France, on n'a pas vu de bannière de cette sorte-là, mais on en a vu en Espagne. Donc, c'est un peu typique. Bilbao est à peu près la dernière grande ville du Pays basque. On la voit au loin, là, on arrive par la montagne à l'approche de la grande ville. On n'a pas besoin de le nommer, je pense que tout le monde le connaît. Et ça, c'est un pont transbordeur qui est à Portugalete, c'est en banlieue de Bilbao. Vous voyez, il transporte des autos, puis des passants de chaque côté, et il fait l'aller-retour comme ça. C'est un pont, mais c'est un pont transbordeur. Moi, j'ai été frappé, c'est la première fois que j'entendais parler de cette structure-là. Il y en a quelques-uns dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Celui-là, apparemment, c'est le plus gros ou le plus long ou le plus vieux, je ne suis pas exactement sûr. Mais bon, c'est intéressant de passer par là pour le voir. Une autre plage. On arrive à Castro Urdi à l'est. Je mets la photo pour vous recommander de ne pas aller à ce gîte-là. C'est le seul gîte où on vous ferait cette recommandation-là, d'ailleurs. Le gîte sur la porte ici d'entrée dit qu'il ouvre à 3 heures de l'après-midi. Il est présentement à 4h30. Il y a une surpopulation. Le gîte accueille 16 personnes. Il y en a plus que 16. Fait qu'il y en a qui savent qu'ils vont être refoulés quand la porte va s'ouvrir. Déjà qu'ici, on voit, il y a 2 vélos. Il y a des gens, je ne sais pas si c'est des pèlerins qui le font à vélo ou simplement des randonneurs, des cyclotouristes, mais c'est écrit sur la porte que les piétons ont priorité sur les vélos. Alors, s'il y a 16, la capacité est 16, s'il y a 16 piétons qui arrivent, les vélos, ils savent que, les 2 cyclistes ont pris leur bicycle puis ils sont partis parce qu'il y avait, nous, on était les 15e et les 16e. Alors, les vélos ont su dès le départ qu'ils ne pourraient pas coucher là ce soir. Et il y en a peut-être 5 ou 6 qui sont arrivés après nous et qui se sont fait refouler. L'hospitalière était particulièrement inhospitalière. Pour dire le moins, je n'en dirai pas plus là, parce que ce serait méchant. Une autre plage, on voit les classes de surf ici qui se tiennent sur la plage. C'est très beau, c'est très charmant. Ce n'est pas ce côté-là de la Cantabrie qui nous a déplu, c'est plutôt le côté du chemin qui nous a déplu. Laredo, qui est encore, vous voyez le format de ville, c'est de Irún à San Sebastián, à Bilbao, à Laredo. On est loin des petits villages de campagne. Le deuxième traversier, lui arrive sur le bord de la plage, il descend son échelle, on monte dans le traversier. Il fallait un petit peu savoir où aller le prendre, là, fait qu'on a suivi les autres randonneurs, on s'est ramassé là, mais on ne sait pas trop où le bateau va arriver, ce qui va arriver, mais apparemment que ça fonctionne toujours très bien. Marcher nu-pied dans le sable, c'est le fun, mais pas tant, hein? Pas longtemps. Ça a l'air beau, mais ce n'est pas super confortable. Mm-hmm. Des falaises avec un peu de brume. L'auberge où on avait 54 pèlerins de 14 pays différents, c'est celle-ci, avec ces petites flèches. C'est une auberge un gîte assez reconnu. C'est un prêtre à la retraite qui s'appelle l'Abuelo Peuto. Je ne sais pas si c'est lui, mais je sais pas si c'est quelqu'un qui le sait. Ernesto, oui. Ernesto, le père, oui, qui accueille une capacité de 100 à 120 pèlerins ils ont la capacité pour héberger ces gens-là et les nourrir. Nous, on était 54 et quelques là, ce soir-là. Le troisième traversier nous amène à Santander. On arrive dans le centre-ville de Santander en utilisant ce traversier-là. Donc, c'est le troisième traversier. Santander est une grande ville aussi.
avec des belles rues et tout, là, mais c'est encore une très, très grande ville. Santillana del Mar. On se retrouve comme à Saint-Guilhem-le-Désert ou dans les petits villages basques, là, avec une belle architecture. Puis là, on dit, il me semble qu'on se sent bien, tu sais. C'est touristique, ça c'est forcément touristique à côté des grandes plages et tout, mais ce village-là nous a réconciliés avec la Cantabrie. Des paysages encore, ça c'est notre chemin, c'est une route qui serpente dans les prés. On sait qu'on est en Asturie quand on voit des oreos de cette forme-là. Ça c'est des oreos, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, c'est des silos à grains ou à provisions qui sont d'une certaine époque, mais qui sont encore utilisés. Ils sont construits de manière à empêcher les animaux de pénétrer puis de bouffer les grains qui sont entreposés à l'intérieur. Alors, vous voyez les marches pour monter s'arrêtent ici. Puis là, il faut faire un petit saut. Il y a une porte ici. Et il y a le pilier, puis il y a une grande dalle de pierre là, qui supporte le plancher de la cabane. Alors, les animaux peuvent bien grimper là, mais ils ne pourront pas passer la pierre ici. Mais c'est typique Asturie. Il n'y en a pas en Cantabrie, il n'y en a pas en Galice, c'est en Asturie qui ont cette forme-là. Donc, on sait qu'on est en Asturie quand on se promène. Puis il y en a partout. Hein. Il y en a dans les villes, il y en a dans les villages. Puis celui-là est un peu à l'écart. Là. Mais il y a des maisons où il y a une maison avec l'automobile. Puis l'automobile est en dessous, ici. Puis l'Oreo est juste au-dessus. Ici, on sait qu'on est en Asturie parce que c'est vraiment l'architecture asturienne pour les Oreos. J'ai juste une diapositive parce que c'est un chemin qui est alternatif qui s'appelle le chemin Lebaniego, qui s'en va à un monastère du même nom, à gauche, ici, et non là, à droite. Alors, il faut faire attention. Ici, il y a une flèche jaune par là, mais la flèche jaune, c'est la flèche du chemin ici, etc. Donc, il faut faire attention dans cet endroit-là. Encore des falaises. Les Asturies, là, si on peut marcher le long des falaises très, très, très près, même à la limite un peu dangereux. Vous voyez ici, il y a une personne ici, puis il y a un couple ici, là, qui ont traversé. On traverse ici. Alors, le sentier passe ici, puis il continue ici sur la falaise. Le sentier passe vraiment, vraiment là, sur les corniches, mais c'est époustouflant comme paysage et comme feeling à traverser. Mais c'est ça, les Asturies. Encore là, vous voyez les falaises, vous voyez les sentiers se promènent en quelque part là-dedans, ici, puis on longe les falaises. Encore là, un sentier qu'on voit longer les falaises. Et en arrière-pays. C'est pas désagréable de marcher dans ces endroits-là. Là. L'Asturie, pour nous, après avoir passé la Cantabrie, on s'est mis à revivre un peu et à retrouver l'entrain de marcher et puis d'avoir hâte d'arriver, puis etc. Parce que, bon, on se retrouvait dans des endroits beaucoup plus intéressants, des petits villages et tout. Même si il y a des plages à l'occasion, même ce village-là qui n'est pas très, très gros, il y en a d'autres où on arrivait avec des plages, mais un tout petit village au lieu des grandes stations balnéaires. Et rendu à Oviedo, on a décidé de ne pas poursuivre sur le Camino del Norte, parce qu'il continue sur le long de la côte. On a décidé de prendre le Camino Primitivo. On le voit ici, là, on est dans la ville de Oviedo, et puis la pancarte, il faut tourner à droite ici, là, à cette intersection-là, pour aller prendre le Camino Primitivo. Donc, retour des montagnes et des forts dénivelés, sentiers rustiques, petits villages pittoresques. C'est le Primitivo dans toute sa splendeur. C'est un coup de cœur dans son entièreté, puis particulièrement une variante qui nous a duré une journée qui s'appelle la variante de Los Hospitales, qui est fabuleuse.
Alors, on passe un peu vite sur les sentiers petits villages. On arrive dans un petit village. Encore là, il y a la ville est au fond qu'on vient de quitter. C'est la ville de Tineo ici qu'on a passé. On monte la montagne. Et on arrive dans le sentier des Los Hospitales. Ça s'appelle comme ça parce que c'est un sentier primitivo. Ça a été le premier sentier, entre guillemets, répertorié par... Comment il s'appelait, ce pape-là, ou cet évêque-là? Pas Saint-Urbain. Je ne me rappelle pas de son nom. Alors, le Camino Primitivo, ça a été le premier chemin officiellement là, déclaré par un homme d'Église qui a dit « c'est un chemin pour aller à Compostelle ». Ça existait avant parce que les gens le prenaient. Mais lui, il a fait comme Jacques Cartier, il a dit « c'est moi le découvreur ». C'est de la montagne dans ce qu'elle a de plus beau. Nous, on n'a pas été chanceux parce qu'il ne faisait pas très beau. Donc, la montée s'est faite dans les nuages. C'est le genre de paysage qu'on a vu lorsqu'on a commencé à redescendre de l'autre côté du versant des montagnes où le temps s'éclaircissait. Alors, c'est assez impressionnant, c'est assez physiquement exigeant, mais l'effort en vaut la peine. Encore là, le sentier qui monte, qui va rejoindre des belles petites maisons en pierre, c'est comme ça, ici, avec un élevage en arrière. Donc, il y a des gens qui habitent dans ces hauteurs-là. On s'apprête à redescendre. Là, on est en haut de la montagne et on va descendre au niveau de la rivière ici pour mieux la remonter de l'autre côté. Il n'y a pas de pont. Alors là, on recommence à remonter de l'autre côté. Ici, c'est un grand barrage qui s'appelle le barrage de Salimé, qui est tout près de la ville de Grandas de Salimé. Donc là, on a passé sur le barrage. Hein? Oui, le chemin ici passe ici sur la digue de ce barrage-là et continue ici, puis on monte sur la côte. C'est très beau dans cette région-là. La Galice, je l'avais mis cette photo-là tantôt pour montrer la prestance des balises de la Galice. Journée nuageuse, encore là, on a du beau paysage à photographier. Et on arrive à l'hôpital de Montuto. Ça m'a ému. C'est un hébergement de pèlerins qui date du 14e siècle, qui avait été construit pour les pèlerins. Ils en arrachaient beaucoup là, sur le Primitivo. Il n'y avait rien. Ils souffraient, ils étaient malades. Et il avait construit un hôpital pour les héberger et les soigner. Le chemin, encore aujourd'hui, en 2023, passe exactement par le même endroit, parce qu'on passe à travers l'hôpital et les vestiges des constructions. Ce n'est pas le cas partout. Vous allez voir en France, les GR, on l'appelle le voie d'Arles. Pas trop sûr que les pèlerins originaux passaient par le même chemin que nous. Le chemin a bifurqué au gré des pressions municipales pour faire venir les pèlerins dans leur village, au gré de la pression urbanistique, des routes qui se construisent, des autoroutes, les chemins se déplacent. Mais là, à cet endroit-là en particulier, on est encore sur le chemin qui existait au 14e siècle, là, parce qu'on a les vestiges de cet hôpital-là au même endroit. On est dans les montagnes, ça monte puis ça descend, ça n'arrête pas de tout le chemin sur le Primitivo. Mais c'est très beau, puis il n'y a rien de casse-gueule ou de se demander est-ce que je vais être capable de faire ma journée. C'est juste que c'est montagneux, il y a beaucoup de dénivelé. Mais quand on voit les paysages, on oublie les douleurs aux jambes. Petit village avec des maisons de pierre. Notre premier oasis depuis Arles, en fait, c'est un oasis qui a été installé par des bénévoles de la région. C'est exclusif pour les pèlerins. Ils nous servaient des fruits, de l'eau, une étampe, si on voulait, des chaises avec des parasols pour se reposer. C'était très charmant. C'est le seul que nous, on a aperçu de tout notre voyage à venir de Arles jusqu'à Santiago. On arrive à Lugo.
Lugo est une grande ville aussi. On a dormi là. Lugo, ici, c'est écrit KM100. C'est la ville sur le Camino Primitivo qui se trouve à 100 km de Santiago. Ça vous dit quelque chose? 100 km? C'est là que ça commence pour avoir notre Compostela, là. Hein, sur le Camino Frances, je ne sais pas quelle ville, c'est une ville en particulier. Sur le Primitivo, c'est Lugo. Alors, il y a une affluence un peu plus grande de personnes tout d'un coup, là, à partir de Lugo, et on voit plus de monde. Là. Tu dis, ce qui sort, qui n'était pas là hier, mais non, c'est parce qu'ils commencent. Ils commencent là, puis ils font leurs 100 km. Et c'est beaucoup des jeunes étudiants espagnols qui ont besoin de la Compostela dans leur CV. Alors, ils vont se conformer, aller faire un 100 km ici et là. Alors, puis quand on est en Espagne, nous, à partir du 20 juin, c'est l'été, c'est les vacances scolaires, il y a beaucoup plus de monde. La partie française, on était là au printemps, on était beaucoup avec des vieux, tu sais, comme dans les gîtes, tu sais, parce que les jeunes étaient à l'école ou ils travaillaient. Alors, il y avait beaucoup de personnes qui étaient à la retraite. Ça a changé d'aspect quand on est arrivé en Espagne, et puis plus on approchait de Santiago, plus la moyenne d'âge diminuait. Je vais en parler. Je n'avais pas prévu de slide, mais pendant qu'on y est, je vais mentionner une cocasserie. C'était les Jeunesses mondiales catholiques à Lisbonne en 2023. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les grands rassemblements. C'est 2 millions de jeunes adultes et des adolescents qui se ramassent dans une ville avec le pape. Fait que les jeunes qui viennent des quatre coins du monde disent c'est à Lisbonne, on pourrait faire un bout du Camino de Compostelle en même temps. Ils se ramassent à des endroits. À partir de Lugo, on a vu des groupes de jeunes habillés avec le T-shirt puis le drapeau de leur pays, qui faisaient des prières en marchant, parce que c'est souvent des gens un peu plus pieux, là, ces groupes-là, à partir de Lugo, et plus on cheminait vers Santiago, sur le Camino Frances, puis la fin du Primitivo. Un Oreo de Galice. OK? Donc là, on sait qu'on est en Galice parce que les Oreos, en fait, ont changé d'aspect. Ils ont la même utilité. La construction est différente et puis, ben, c'est ça. C'est que les Galiciens ont une autre méthode d'entreposer leurs grains. On peut y aller. Encore des pays. Là, on commence à avoir un peu plus de pèlerins. On arrive dans les derniers kilomètres. Là, on s'approche de Santiago. Il y a plus de monde devant nous et derrière nous. Encore. On arrive à Santiago. Et là, les pèlerins se dirigent vers la place centrale où la cathédrale se trouve. Fait que là, il y a beaucoup de monde. Et là, c'est la fin. On arrive à Santiago, devant l'église, devant la cathédrale, présumément au kilomètre 0. On va passer vite là-dessus parce que, bon, c'est plus des choses qui nous sont personnelles, c'est des rencontres. On a fait des rencontres très intéressantes, beaucoup plus en France qu'en Espagne, peut-être à cause de la barrière de langue ou de l'âge des pèlerins qu'on rencontrait en France et en Espagne. Mais ce sont des belles images, des beaux souvenirs pour nous. On va aller à l'autre diapo. Encore là, des rencontres qu'on a faites un peu marquantes. Ici, on a un groupe de 6 femmes dont la moyenne d'âge est de 80 ans. Et on les a rencontrées sur le Piémont, là où c'est la partie la plus difficile du Piémont. Alors, on leur a levé notre chapeau. Ce sont des grandes randonneuses qui randonnaient toujours ensemble. Et une d'entre elles était probablement à sa dernière randonnée avec le groupe parce qu'elle est en début d'Alzheimer et elle commençait à perdre ses capacités et ses notions et les autres femmes en prenaient soin. Donc, c'était assez touchant. Ici, on a Diane, qui est une nomade française avec ses 2 ânes. Ce n'est pas une pèlerine, elle erre sur les chemins de France depuis 5 ans, avec toutes ses possessions sur ses 2 ânes.
La charrette était là dans le champ pour faire la décoration, mais elle se promène avec ses 2 ânes. Elle va d'une ferme à l'autre, elle marche, et elle fait ça depuis 5 ans. On a jasé un peu avec elle le long du chemin. Ici, il y a Hans qui est parti d'Allemagne avec sa charrette. Et puis, il s'en allait à Santiago, lui aussi. On l'a rencontré en France, sur les chemins. Et puis, ici, on a un hospitalier qui nous a reçus. Le monsieur qui tient son gîte a 91 ans. Il tient fièrement son gîte. C'était une Québécoise, une pèlerine québécoise qui était là avec nous aussi le même soir. On était 3 pèlerins avec monsieur Gérard, l'aubergiste de 91 ans. On va changer. Les difficultés qu'on a rencontrées, douleurs aux pieds ont failli causer l'arrêt de notre voyage. Françoise a souffert de douleurs aux pieds qui l'empêchaient d'avancer et on a pris la chance d'aller s'acheter des chaussures. Elle a pris la chance d'aller acheter des chaussures dans un Intersport à Auch et ça a changé sa vie. Alors, on ne recommande jamais aux gens de partir avec des chaussures neuves, mais il n'y a rien qui vous empêche d'en acheter des neuves en cours de route. Ça fonctionne. Moi, j'ai souffert de purpura d'effort. C'est-à-dire que mes jambes, lorsque je marche avec intensité parce qu'il y a des montagnes et que j'ai chaud, deviennent pleines de plaques rouges, souvent violettes, là. Alors, j'ai dû user d'imagination pour rafraîchir mes jambes en premier en enlevant les pantalons longs, en ne serrant pas mes bottes et en coupant l'élastique de mon bas ici. Parce que juste la pression de l'élastique ici, bien, les rougeurs partaient juste au-dessus de ça et montaient jusqu'aux genoux. Et quand j'ai fait ça, bien, les rougeurs sont disparus puis ils ne sont pas revenus. Alors, il y a des petits trucs comme ça qu'on peut... On a souffert d'une intoxication alimentaire, nous deux en même temps, probablement en mangeant la même chose dans le même gîte. On s'est ramassé couché, gisant sur la gravelle d'un chemin de campagne en France, à faire du pouce pour se rendre à l'auberge du village prochain. On a été chanceux, on a été rescapés. Et on a été obligé de rester 2 jours au même endroit pour essayer de se remettre et puis de recommencer à manger. On a aussi eu des tiques. Françoise en a eu 3, j'en ai eu 1. Alors, des tiques, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, vous savez ce que c'est, mais c'est pas gros. C'est à peine, probablement un peu plus petit qu'une graine de sésame brune quand on la voit sur la peau. On pense que c'est un grain de sable. Ça, c'est le petit tire-tique. Quand vous achetez 2 tire-tiques, là, ça, c'est le petit. Puis ça, c'est une preuve que c'est une tique et ce n'est pas un grain de sable. Mais il y en a quand on s'assoit dans l'herbe, etc. Donc, les tiques sont en France et elles sont actives. Et la dernière difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'à Castres, il y a une pèlerine qui est partie avec son bâton et le mien. Alors, je me suis ramassé avec son bâton et le mien pour finir la randonnée. C'est une malchance qui arrive, ce n'est pas de sa faute. Elle a confondu les couleurs ou les poignées, etc. Et c'était sa dernière journée. Elle était dans le train quand j'ai appelé, parce que j'ai demandé à l'aubergiste de la rejoindre avec son cellulaire et puis tout ça. Et puis elle était déjà dans le train de retour à la maison. Fait que je n'ai jamais revu mon bâton. Donc, il faut faire attention. Il faut trouver un truc, les mettre à l'envers, les attacher ensemble, mettre un petit mousqueton pour... juste les faire distincts des autres bâtons. Souvent, quand on arrive dans un gîte, on ouvre la porte, puis il y a une espèce de truc à gauche où on met tous les bâtons, là. Alors, tous les bâtons des pèlerins se ramassent au même endroit. Fait que c'est là où ça s'est passé. On va changer. D'autres difficultés, un peu plus d'ordre émotionnel que d'ordre médical. Gérer les attentes. Françoise avait marché une première fois en 2017 seule et on a marché en couple. Ce n'est pas le même contexte. Et je ne sais pas si tu veux en parler. Ben, dans le fond, c'est sûr que j'avais vécu une expérience en 2017. Moi, j'avais marché longtemps toute seule pour un besoin d'introspection puis d'être bien avec moi-même, tout ça. Quand on est reparti en couple, on dirait que je cherchais à revivre ce même genre de sentiment-là, tu sais, d'être très serein, très paisible, etc., tu sais, d'être plus dans ma tête, dans le fond.
Puis, ça m'a pris un petit peu de temps à réaliser que, écoute, c'est pas le même chemin, là, c'est pas les mêmes contextes, on est deux, c'est d'autres choses, puis c'est bien correct comme ça, tu sais. Ça m'a pris un petit peu de temps à l'intégrer puis dire, OK, il faut que je passe à... faut que j'arrête de penser que ça va être le même genre d'expérience que je vais vivre. Donc, quand on a des attentes, il faut faire attention parce qu'elles peuvent ne pas être comblées. Alors ça, il faut gérer ça. L'usure du chemin, ça c'est peut-être un peu plus moi ou toi peut-être aussi, mais moi, après 56 jours de marche, on était en Cantabrie, ça n'aidait pas. On avait 1300 km de fête et puis j'ai trouvé ça ennuyeux et ennuyant et puis j'avais peut-être un peu le syndrome du marathonien qui arrive à 25 km puis qui frappe le mur, là, puis il ne sait pas s'il va continuer ou pas, mais il continue quand même. Et que j'ai continué grâce à la dureté du mental. Parce que chaque jour est différent, mais chaque jour, c'est la même chose. C'est paradoxal, là, mais pensez-y 2 minutes. On ne couche jamais au même endroit, on ne mange jamais la même chose, mais c'est toujours la même chose. On se lève, on marche, on dort, on se lève, on marche, on dort, on se lève, on marche, on dort. Et ça ne s'arrête pas pendant 73 jours. À un moment donné, ça nous rentre un peu dedans. Moi, ça m'a rentré dedans. À peu près, on n'était pas rendu à la fin. Hein, il nous restait 500 km à faire quand même. Là. Mais les asturies sont arrivées, alors ça m'a redonné de l'entrain. Alors, il faut gérer ça aussi. Les informations détaillées, parcours journalier, les hébergements, tous les sujets, si ça vous intéresse, on a des cartes de visite ici avec nos courriels. Vous n'avez pas besoin d'écrire les choses. Si ça vous intéresse, ça va nous faire plaisir de vous les partager. On peut vous donner nos étapes, nos parcours, la liste de nos hébergements, qui était trop long à décrire ici. Alors, gênez-vous pas, ça nous fait plaisir. Nos courriels sont là, les cartes d'affaires sont ici, si vous voulez vous en prendre une avant de partir. Et puis là, si vous avez des questions, je sais que le temps file plus vite que j'aurais cru, mais si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir.